Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le paragraphe 1.3.2 du cours d'acoustique musicale. Ce paragraphe concerne spécifiquement l'étude de l'équation d'onde à une dimension sur l'espace R en entier, c'est-à-dire que la variable d'espace x appartient à R et c'est R la droite sans bord, donc infini. Il y a aussi le paramètre t qui est le temps. Et l'inconnu du problème, c'est le champ de pression, les fluctuations de pression que l'on note P de xt. Ce sont donc les fluctuations de pression autour de la pression d'équilibre, la pression atmosphérique. Donc ce qui est particulier dans cette étude, c'est que on se restreint à une dimension et c'est ça qui va faire que le problème est soluble. Et la solution sera très importante. Donc on rappelle que l'équation concerne donc cette fonction p à deux variables p de xt et elle dit que la dérivée seconde de p par rapport au temps moins c2, une constante, fois la dérivée seconde de p par rapport à x est égale à 0. Et on verra pourquoi c s'appelle la vitesse du son. Alors cette équation est très ancienne, très célèbre, on appelle ça l'équation d'onde à une dimension. Et on va présenter deux méthodes de résolution, aussi importantes l'une que l'autre. La première s'appelle la solution d'Alembert, et elle marche ici très bien. Il est important de connaître cette méthode, mais elle est spécifique à la dimension 1. En dimension plus grande, il y a une correspondance, mais plus compliquée et pourtant importante, qu'on appelle la moyenne sphérique ou la formule de Kirchhoff. Vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. La deuxième méthode, c'est la méthode inventée par Joseph Fourier à Grenoble en 1830 et elle, par contre, est valable en toutes dimensions, mais nécessite des équations à coefficient constant comme celle-ci. Elle se généralise aussi pour les équations aux dérivées partielles à coefficient variable, mais avec des méthodes qu'on verra plus loin, parce que c'est important, qu'on appelle analyse microlocale. Voilà, donc étudions cette solution, la première méthode, la méthode de Alembert. Et cette méthode sera très importante, enfin la solution qu'on va obtenir sera très importante pour faire le rapport avec la musique, justement. Alors voilà, donc on considère cette équation, et bien on affirme que la solution générale, comme fonction de x et de t, ça s'écrit comme une somme de deux fonctions à une variable. Une fonction r à une variable, une fonction g à une variable, et p de xt c'est r de x moins ct plus g de x plus ct. Et inversement, ces deux fonctions, r et g, à une variable, sont déterminées par le champ de pression à l'instant t égale 0 et par les variations, donc par la vitesse, par la dérivée temporelle du champ de pression à t égale 0 d'après ces deux formules. Alors pourquoi on a appelé ces fonctions r et g? Il faut remarquer que la première fonction r de x moins ct, elle dépend donc de x et de t, eh bien, elle représente, si on la regarde à t fixé comme fonction de x, c'est une fonction quelconque, mais lorsque t va varier, eh bien, on va voir cette fonction qui se translate vers la droite. C'est pour ça qu'on l'appelait r, comme right. Et elle se translate vers la droite à la vitesse c. En effet, son argument, vous voyez, c'est x moins ct. Il prend une valeur constante, disons x0, autrement dit, la valeur, vous voyez, de la fonction, ce sera toujours la même valeur parce que r de x, r est fixé, la fonction grand R est fixée. Donc r de x0, c'est une valeur fixée. Et quand le temps t varie, eh bien pour avoir x0 fixé, il faut que x varie en conséquence. Et il doit varier d'après cette équivalence comme x égale x0 plus ct. Autrement dit, x se déplace vers la droite à la vitesse c. Et par la même analyse, eh bien x plus ct égale constante, ça veut dire que x varie comme x0 moins ct, donc se déplace vers la gauche. C'est pour ça qu'on appelait ça la fonction g. Alors, avant de justifier cette proposition, voici une vidéo. Simplement, c'est un petit programme en Python que vous pouvez télécharger et exécuter vous-même. Et voici ce qu'on voit. Donc il faut imaginer que là, on ne voit qu'une portion, mais que x est sur tout l'axe réel. Voilà, donc vous voyez la fonction r qui va à droite
et la fonction g qui va à gauche. Alors, voyons le code Python. Donc, il faut cliquer ici pour télécharger le programme Python. Et bien, vous voyez dans ce programme Python, la fonction R, bon, là s'appelle le f, et c'est une bosse, vous voyez, de largeur 0,1 et d'amplitude 1. Donc, c'est une gaussienne qui se déplace à droite. Par contre, la fonction g, vous voyez, on a mis un signe moins, donc c'est une bosse négative comme ça, et d'amplitude plus petite. On a mis moins 0,5 pour la distinguer de la première et aussi de largeur 0,1. Donc c'est bien ce qu'on voit sur la vidéo. La fonction f et la fonction g. La fonction f se déplace à droite, la fonction g se déplace à gauche, et quand elles se rencontrent, eh bien elles se somment, et donc par un phénomène d'interférence, elles s'annulent quasiment. Sauf que bien sûr la fonction f l'emporte, donc ça ne fait pas complètement plat. Mais vous pouvez modifier le programme Python pour voir une annulation parfaite. Voilà, on vous demande d'écrire la preuve de cette proposition en exercice, mais bientôt on publiera la preuve ici. Alors on parle maintenant de la deuxième solution due à Joseph Fourier. Alors Joseph Fourier a inventé la théorie de l'analyse de Fourier, comme on l'appelle maintenant, dans le but de résoudre une équation un peu similaire qu'on appelle l'équation de la chaleur. Mais sa méthode s'applique aux équations différentielles, aux EDP, donc équations dérivées partielles, à coefficient constant quelconque, en particulier cette équation d'onde. Donc l'idée, très simple, l'idée de Fourier, allons voir cette remarque qui concerne. Cette remarque concerne les motivations pour l'analyse de Fourier. Donc voici des arguments importants qu'il faut bien connaître. C'est que, première remarque, c'est que la fonction exponentielle, vous voyez, qui dépend du temps comme exponentielle i de pi ft, donc f c'est la fréquence, est plus naturelle en fait que la fonction cosinus ou sinus. Pour la simple raison que lorsque vous dérivez la fonction exponentielle, eh bien ça redonne la même fonction avec devant un coefficient. En algèbre, on dit que cette fonction, c'est un vecteur propre pour l'opérateur dérivation. Et i de pi f, c'est la valeur propre correspondante. Et c'est ça qui est très utile dans l'analyse de Fourier, et c'est ce que Fourier a découvert. Et ce n'est pas le cas pour cosinus. Quand vous dérivez cosinus, vous n'obtenez pas la fonction de cosinus elle-même, mais sinus. Il faut dériver 2 fois pour obtenir cosinus, et ça, c'est déjà plus embêtant que exponentiel. Voilà, donc l'inconvénient de exponentiel, c'est qu'on passe avec les signaux à valeur complexe, mais on a un gros gain à le faire. Et l'idée de Fourier, finalement, c'est de faire l'analyse de fonctions comme on fait de l'algèbre, c'est-à-dire que ces fonctions exponentielles vont servir de base dans l'espace vectoriel des fonctions pour décomposer n'importe quelle fonction dans cette base. Et on va considérer ces fonctions exponentielles comme une base orthonormée, en fait. Voilà, cette remarque étant faite, on revient au cours. Donc, d'après l'idée de Fourier, on va considérer une fonction de base, autrement dit, ce qu'on appelle en physique une onde plane, ou en mathématiques un mode de Fourier. C'est une fonction particulière de x et t, avec des paramètres fixés k et oméga, de la forme exponentielle i, kx plus oméga t, avec une amplitude a. Et k s'appelle, donc k appartient à r ici, parce qu'on est à une dimension, s'appelle le vecteur d'onde, et oméga appartient à r, s'appelle la pulsation ou la fréquence temporelle. Et a s'appelle l'amplitude, c'est un nombre complexe arbitraire. Alors, première remarque, comme c'est la première fois qu'on le voit, première remarque sur ces ondes planes ou modes de Fourier, c'est que par construction, ce sont des fonctions qui sont périodiques en x. En effet, en posant lambda égale 2pi sur k, eh bien quand vous remplacez x par x plus lambda, vous voyez ici, ça vous fait la fonction p de xt elle-même. Parce qu'en effet, en remplaçant x par x plus lambda, le k s'élimine avec celui-là et ça rajoute 2pi, mais vous savez que la fonction exponentielle de ix est de période de pi. Donc ça ne va pas changer le résultat. Et de la même façon, si à t, vous rajoutez grand T, qui est la période temporelle donnée par 2pi sur oméga, vous voyez, le oméga ici au dénominateur va s'annuler avec celui du numérateur, il va rester 2pi, et donc ça va donner le même résultat.
Voilà, donc cette fonction est périodique en x de période lambda, qu'on appelle longueur d'onde, et périodique en temps, avec la période grand T qu'on appelle la période temporelle. Voilà, donc deuxième remarque, c'est que bien sûr en physique, on s'intéresse qu'aux signaux à valeur réelle, donc il suffira de prendre par exemple la partie réelle de cette fonction pour obtenir cosinus kx plus oméga t plus une phase qui est rien d'autre que l'argument de l'amplitude complexe. Et voici donc par exemple cette fonction, partie réelle de l'onde plane, représentée en fonction de x. Hein, c'est un cosinus kx, donc ça oscille comme ça. Et si le temps augmente, eh bien vous voyez que les maximums de l'onde vont se déplacer à gauche selon ces pointillés. Hein, c'est ce qu'on appelle les lignes de phase, pour la simple raison que les lignes de phase, c'est lorsque cette phase ici est constante, donc kx plus oméga t plus alpha est constante, disons égale 0, comme ça c'est le maximum, modulo de pi, donc ça revient, on résout, en x, ça fait x, on passe tout à droite, ça fait x égale moins ct plus x0, où c, vous voyez, c'est lorsqu'on a passé à droite, il y a moins oméga t qui est passé de l'autre côté, à droite, on divise par k, donc c, c'est oméga divisé par k. Hein, et donc c'est la vitesse de ces lignes de phase, de ces bosses qui vont à gauche, on appelle ça la vitesse de phase. Donc bien retenir, pour une onde plane, oméga sur k s'appelle la vitesse de phase. Donc dans cet exemple, k est positif, oméga est positif, donc l'onde se déplace à gauche. Si on avait choisi oméga négatif ou k négatif, elle se déplacerait à droite. Donc maintenant qu'on a introduit ces ondes planes ou modes de Fourier, voici leur intérêt pour l'équation d'onde. Donc c'est la solution de Fourier. Eh bien, à une dimension, on considère l'équation d'onde qu'on a déjà vue, la voici. Eh bien, on affirme que cette onde plane de paramètres k et oméga est solution, mais pas toujours. Il y a une condition. Elle est solution si et seulement si oméga est égal à plus ou moins ck, où oméga et k sont les paramètres ici de l'onde plane, et c, c'est le paramètre qui est dans l'équation d'onde. Voilà. Et donc, avec cette condition, vous voyez, vous remplacez oméga dans cette expression par plus ck ou par moins ck. Donc il y a k qui apparaît, vous pouvez le mettre en facteur et vous obtenez que l'onde plane s'écrit comme a exponentielle ik facteur de x plus ou moins ct. Eh bien c'est en fait un cas particulier de la solution d'Alembert, vous voyez, parce que c'est une fonction de x plus ct ou une fonction de x moins ct comme la solution d'Alembert que l'on a vu là. Vous voyez, une fonction de x moins ct qui se déplace à droite, une fonction de x plus ct qui se déplace à gauche. Alors en cliquant ici, vous pouvez voir une petite animation, un gif animé de la solution d'une onde plane, comme celle-ci. Alors avec k et oméga positif, ça fait que l'onde, et comme sur cette figure, elle se déplace à gauche avec une vitesse de phase oméga sur k, qui est égale à c. Donc voici, bon, c'est pas très spectaculaire, mais voici ce que donne le programme Python. Donc là, c'est à t fixé, on voit l'onde en fonction de x, et t augmente progressivement, ce qui fait cette animation. Alors, il est important de démontrer cette proposition pour bien la comprendre. Donc on considère l'équation d'onde que voici, on considère le mode de Fourier qu'on va remplacer dans cette équation. Donc on a besoin de dériver cette fonction p par rapport à t deux fois. Alors quand vous dérivez une exponentielle, d'accord, ici par rapport à t, devant t il y a le coefficient i oméga. Et donc quand vous dérivez, comme on l'a dit, l'exponentielle, ça reste cette fonction exponentielle, simplement ça fait sortir i oméga. Et comme vous dérivez deux fois, ben la deuxième fois ça fait encore sortir i oméga, vous avez i oméga carré fois l'exponentielle que je n'ai pas écrit, moins c2 que j'ai réécrit, fois la dérivée deuxième de p par rapport à x, et quand on dérive par rapport à x, pour la même raison, il sort i fois k, et si on dérive une deuxième fois, il sort i fois k au carré. Voilà, fois l'exponentielle, et l'exponentielle étant non nulle, eh bien on peut simplifier l'exponentielle de l'équation, il nous reste cette expression. Alors maintenant, i au carré est égal à moins 1, donc ça fait moins oméga carré,
plus C2 K carré, eh bien, on passe oméga à l'autre côté, oméga carré à l'autre côté, on prend la racine carrée, ça nous fait que oméga est égal à plus ou moins CK comme affirmé. Voici la démonstration. Donc il faut bien retenir que le vecteur d'onde et la pulsation ne sont pas indépendantes, ils sont reliés par la vitesse C qui se trouve être la vitesse de phase. Donc C, on peut dire que c'est oméga sur K, mais on peut aussi, grâce à ces relations, dire que c'est lambda sur T, une distance divisée par un temps.